Mes chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs, à tous ceux qui ont l'habitude de nous assister dans cette lutte de libération du Congo, en particulier de l'Afrique noire, francophone d'une manière générale, nous tenons à vous souhaiter un bon dimanche dans cette journée de Père. Bonne fête de Père à tous ceux qui ont des enfants, même ceux qui n'ont pas des enfants, mais qui arrivent à apporter leur amour aux enfants de leurs frères, de leurs sœurs, à tous ceux aujourd'hui, tous ces hommes qui sont, on peut dire, les protecteurs de l'humanité, de la vie d'une manière générale. Nous tenons à leur souhaiter une bonne journée, parce qu'il faut dire qu'il faut préserver l'humanité. L'humanité est faite, l'humanité est faite des individus qui prônent pour le respect de la dignité humaine, donc de la vie. Donc il faut dire qu'il faut souhaiter une bonne journée de Père à tous ceux-là, même aux femmes qui sont aujourd'hui, qui portent les enfants. On veut aussi les inclure, nous savons qu'il y a une journée des mères qui s'était déjà passée, mais nous voulons les inclure parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont des grands protecteurs de l'humanité, en protégeant la vie, en protégeant l'être humain, l'individu qui est un être sacré. Bon, vous voyez aussi que dans cette humanité, il y a aussi ce que nous appelons des selfish, c'est-à-dire des monfoutistes, ceux-là qui ne voient que le côté argent, le côté économique, et qui ne visent que des intérêts. Pour eux, la vie humaine n'a pas de valeur. Ce qui compte, c'est tout ce qu'ils vont amasser comme biens et comme ressources financières. Mais, chers amis, nous voulons, dans cette journée de Père, souhaiter une bonne journée de Père à tous les Congolais qui sont dans la lutte, qui luttent véritablement pour la libération du Congo-Brazzaville. Le direct d'aujourd'hui, nous allons le mixer, nous allons toucher sur tout point. Nous allons partir du championnat de NBA, nous allons partir du protocole diplomatique qui a été brisé, nous allons parler du Fonds monétaire international et aussi aller dans éventuellement dans la situation de notre pays, le Congo-Brazzaville. Et puis nous allons essayer de regarder cette affaire du FMI. FMI. Bon, vous le savez, les Raptors de Toronto, donc là où je suis, sont champions de NBA. Et voilà, pourquoi nous voulons parler des Raptors? Parce que nous avons deux frères africains qui sont à l'intérieur. Et de surcroît, nous avons deux frères d'Afrique francophone, de la zone CEMAC, donc de l'Afrique centrale. Donc voilà pourquoi il était nécessaire que nous puissions quand même donner une petite section de notre entretien de ce dimanche en tenant compte de ça. Bon, nous savons que Serge Ibaka est à Toronto ici. Ibaka est compatriote congolais du Congo-Brazzaville, bon, aussi de la République démocratique du Congo, mais je veux beaucoup plus regarder le Congo-Brazzaville d'une manière générale. Et puis vous avez Pascal Siakam qui est un Camerounais, qui sont des deux bons basketteurs aujourd'hui qui ont relevé nos États, l'État du Congo-Brazzaville et l'État du Cameroun. Donc d'une manière générale, l'Afrique noire francophone et l'Afrique centrale et bien sûr la fierté de toute l'Afrique. Bon, nous félicitons Serge Ibaka pour tout le travail qu'il a fait. Nous avons lancé même un message, nous avons fait le premier pas pour chercher à le rencontrer parce que nous en avons plusieurs projets pour le Congo et nous avons pensé que par sa figure qui représente le NBA, si le projet pouvait l'intéresser, et en ce moment-là on pouvait travailler sur ce projet. Malheureusement on n'a jamais reçu le feedback de sa part. Bon, nous comprenons que tout un chacun de nous est très occupé. Nous aussi, nous sommes occupés dans ce que nous faisons. Lui aussi, il est occupé dans son métier qui est aujourd'hui le basketball. Mais nous voulons encore réitérer l'appel à cette rencontre parce que c'est très nécessaire pour la vie du Congo. Mais, peuple congolais, si vous essayez de comparer le remerciement qui se sont déroulés par rapport à ce que le Congo-Brazzaville a fait et à ce que les Camerounais ont fait par rapport à leurs fils, vous comprenez qu'au Congo-Brazzaville, il y a une espèce de haine qui génère dans les cœurs entre guillemets de ceux qui sont les faux responsables de ce pays. Pour ceux que vous ne connaissez pas certainement les valeurs du basketball, le basketball on peut dire que le NBA, quand vous gagnez le NBA, c'est un peu équivalent au Champions League de football. C'est un peu
C'est un peu ça qu'on peut comparer, parce qu'il n'y a pas un grand championnat du basketball qui existe au monde, nulle part ailleurs, si ce n'est qu'en Amérique du Nord, éventuellement avec le NBA. Et donc, nous avons un compatriote congolais qui a participé brillamment avec l'équipe des Raptors et qui est donc sorti champion. Déjà, nous avons vu le match, le match numéro 6, comment il a éventuellement brillé dans ce match, et éventuellement a beaucoup contribué à la victoire du Congo. Mais la victoire du Raptors, pardon. Ce qui est plus important, hein, c'est à la fin, hein, comment ce compatriote congolais a pris à relever, hein, le drapeau du Congo, à relever notre État, puisque nous faisons face aux gens, à un régime, aux individus, à un parti politique et à un système qui a toujours l'habitude d'emmener le Congo vers le bas. Hein, ils emmènent toujours le Congo vers le bas. Mais vous savez que parmi nous, il y a toujours des citoyens, des compatriotes qui pensent véritablement à la nation et donc qui a eu cette intelligence d'aller chercher le drapeau de son pays. Hein, présenter le drapeau de son pays aux médias, à tous ceux-là qui connaissent un peu le basket. Donc, en réalité, par le drapeau, même ceux qui ne connaissaient pas le Congo, ont connu le Congo par le fait que Serge Ibaka, champion de NBA, est allé chercher le drapeau du Congo. Et vous avez vu, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, permettez. Vous le voyez ici en image, ici, avec la coupe de NBA, et vous le voyez bien sûr porter le drapeau du Congo-Brazzaville, vert, jaune, rouge, ici. Donc ça vous montre quand même le côté patriotique, hein, de ce compatriote, parce qu'il pouvait énormément s'en foutre, hein, mais vous le voyez ici, porter très haut le drapeau du Congo-Brazzaville. Donc ça vous donne quand même l'amour que ce compatriote porte pour le Congo, quand même que oui, nous avons constaté que c'était peut-être, les couleurs étaient un peu renversées par la disposition des couleurs ici, mais le plus important, c'est pas ça, c'est pas parce que les couleurs ont été renversées, mais c'est déjà le fait, hein, de présenter le drapeau de notre pays au monde entier, au moment où tous les yeux du monde entier se sont braqués pour regarder la finale de ce NBA. Donc vous voyez, Serge Ibaka, nous tenons à lui dire un grand bravo, parce qu'il a su, hein, relever le pays pendant que le pays est tombé, hein, on peut dire, pendant que nous faisons face aux individus qui ont fait tomber le pays. Permettez-moi tout simplement de connecter ceci. Pendant que nous faisons face aux individus qui ont fait tomber le pays très bas, mais voilà le compatriote, l'esprit du patriotique. Hein, l'esprit patriotique, c'est ce que nous sommes tous les jours, c'est ce que nous sommes en train d'inculquer aux amis, à nos frères du Congo-Brazzaville, à nos frères africains. Le patriotisme. Quand vous avez l'esprit patriotique, vous ne voyez plus, hein, votre affinité régionale, hein, vous voyez beaucoup plus les intérêts de votre nation. Vous ne voyez plus qui est Bembe, qui est Bakamba, qui est Mboshi, qui est Vili, qui est Lari. Vous ne voyez plus ça, vous voyez la nation. Regardez ce geste que le compatriote Ibaka venait de faire. C'est un peu au patriotisme américain. Vous allez voir des Américains sortir leur drapeau, et Ibaka l'a fait. Il a relevé le Congo. Hein, il nous a élevés. Et donc, aujourd'hui, moi, dans Toronto, quand je dis je suis Congolais de Brazzaville, j'ai une référence à cause de ce compatriote-là qui vient de le faire. Et vous voyez, voilà pourquoi nous, dans cette diaspora, nous devons respecter tous ces compatriotes congolais qui se lèvent, qui se battent pour leur pays. Hein, parce que le fait qu'il aille prendre le drapeau congolais, le lever, le présenter à tous les médias internationaux, vous ne savez pas combien de millions de gens qui ont vu le NBA, qui ont vu ces images, voir ce compatriote avec ce drapeau congolais. Nous avons beaucoup de respect pour ce compatriote, c'est cela, et qui a donc donné encore de la valeur du peuple. Mais regardez le scénario qui est en train de se dessiner pour des gens qui aiment amener le Congo vers le bas. Le régime Sassou et tout ce système parti contre le travail, mais ils ont ignoré, hein, la bonne volonté de ce compatriote. Ils l'ont complètement ignoré. La télé Foufou, donc la télé de Congo, n'a jamais même organisé une petite rubrique de son journal pour parler de notre compatriote qui est champion du NBA, en comparaison avec le Camerounais Pascal Siakam, où tous les médias du Cameroun ont parlé de ça à la filée, ou l'ouverture du journal avec
le nom de Pascal Siakam, des musiciens camerounais ont même fait, des rappeurs ont même fait, nous avons mis l'extrait sur notre mur Facebook, des chansons au nom de leur compatriote Pascal Siakam, le Paul Biya, président du Cameroun, même si vous le contestez, a tweeté en reconnaissant les valeurs de leurs compatriotes, parce qu'il faut dire que Pascal Siakam aussi a fait des photos avec le drapeau du Cameroun. Donc les officiels camerounais, les médias camerounais, la jeunesse camerounaise ont tous élevé le fils du Cameroun, fils d'Afrique, qui est Pascal Siakam. Mais le Congo ne l'a pas fait. On l'a ignoré, complètement ignoré. Mais vous comprenez, le régime Sassou, ils n'aiment pas voir les étoiles montantes. Une étoile qui brille dans cette nation que nous appelons le Congo, forcément cette étoile doit être éteinte par le régime criminel de Brazzaville. C'est cela, chers amis. Si vous voyez un peu ce régime, comment ce régime fonctionne, vous vous souvenez, l'année dernière, Serge Ibaka était à Brazzaville, au stade Omnisport de Makelekele, là où le monde est venu l'acclamer, où il a fait un tour, où il a été piégé, parce que, chers amis, où une barrière de sécurité a cédé au stade et des gens sont tombés sur des gradins. Vous avez encore vu le côté patriotique du compatriote qui est parti pour aider, chers amis. Ça, c'est des valeurs qui me touchent personnellement au fond du cœur. Je suis très touché quand je vois ce genre de choses. Mais il faut dire qu'il était piégé par le régime de Brazzaville. Vous voyez qu'une étoile qui brille au Congo, au moins que cette étoile fait partie de la famille Sassou, ou fait partie du Parti congolais du travail. Si cette étoile ne fait pas partie de la famille Sassou, cette étoile ne peut pas briller. Pour le régime de Brazzaville, ignorer les mérites de ce compatriote, ignorer le geste que ce compatriote venait de faire en élevant notre pays, c'est très grave en comparaison avec les autres nations ou les autres nations où on fait des rubriques spécifiques dans la télévision nationale, la radio nationale pour parler de ce grand championnat. Mais le régime de Brazzaville, comme nous avons toujours l'habitude de vous dire, vous allez certainement voir ce régime de Brazzaville créer un mécanisme cherchant à ramener Serge Ibaka à Oyo, visiter Sassou Denis. Et c'est là où vous allez voir qu'ils vont faire semblant d'organiser un petit truc. Mais en réalité, si Serge Ibaka tombe dans ce piège, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de le parler directement, dites-lui de ne pas tomber dans ce piège-là, de aller voir Sassou à Oyo. Parce que si la télévision nationale l'a nié, l'a rejeté, pendant qu'il a gagné le championnat, et cette télévision nationale attend un arrangement interne entre le régime de Sassou, qui aime détruire les réputations par cette malédiction, parce que nous avons toujours dit, souvenez-vous, la poisse que Sassou transmet à tous les superstars, ou encore à tous les hommes d'État. Nous avons déjà averti le président français Emmanuel Macron, il dit, cette poisse-là, cette malédiction va vous suivre. Si vous serrez la main de Sassou, vous serez président d'un seul mandat. Nous dessinons, nous partons vers là. Nous l'avons prédit, nous l'avons dit à M. Nicolas Sarkozy, ne serrez pas la main de Sassou parce qu'il va vous transférer une poisse qui ferait de vous président à un seul mandat. Mais ils ont ignoré notre message. Nicolas Sarkozy est parti à Brazzaville, vénérer Sassou pour quelques minutes. Il est sorti président à un seul mandat, impopulaire. François Hollande aussi, nous l'avons prévenu. Attention, vous serez un président impopulaire, président à un seul mandat, si vous serrez la main de Sassou. Mais il me semble que les responsables politiques français ne croient pas trop à ce que nous sommes en train de dire. Mais pourtant, les faits sont là, la réalité est là. Nicolas Sarkozy, président à un seul mandat, Hollande, président à un seul mandat impopulaire, et là nous nous dirigeons avec Emmanuel Macron avec un seul mandat, président très impopulaire. Donc, on le dit, Sassou a la poisse de briser les carrières. Tous les grands sportifs de haut niveau qui sont passés chez Sassou n'ont plus de carrière après. Donc nous voulons dire à notre frère Serge Ibaka, attention, ne commettez pas cette erreur-là d'aller à Oyo, qu'on puisse vous recevoir en grande pompe. Et on fait semblant parce que le jour où vous avez gagné le NBA, la télévision de Sassou et sa radio a ignoré votre victoire. Donc, vous devez forcément faire attention, ne mettez pas votre pied. Nous le savons que Toronto va encore gagner le NBA de l'année prochaine parce que l'équipe est en superbe forme.
Et nous en sommes sûrs qu'il y aura encore des grands joueurs qui chercheront aujourd'hui à venir à Toronto parce qu'ils ont vu les compétences. Alors, si Serge Ibaka veut continuer avec cette équipe de Toronto, qu'il n'aille pas mettre son pied à Oyo, aller visiter Sassou, sinon on va lui transférer la poisse, il va briser sa carrière. C'est cela, Sassou est un destructeur de carrière. C'est une poisse due à la superstition de magie, des fétiches, due au sang que cet homme a toujours touché, au sang que cet homme a toujours bu, qui fait que tous ceux-là qui ont une carrière sportive très élevée ou une carrière de vie, si vous mettez votre pied dans ce royaume d'Oyo, vous aviez là une carrière brisée. Et puis nous voulons dire à notre frère Serge Ibaka, attention, parce que vous connaissez un peu le passé, hein, on n'a pas envie de dire des trucs privés. Ici, le passé entre les gens dans votre famille, avec la famille Sassou, vous le connaissez bien, M. Serge Ibaka. Donc, cet homme est rancunieux, parce que vous savez qu'à cette époque-là, sa progéniture était encore très jeune. Lui, il voulait certainement vendre sa progéniture aux plus riches, hein, comme d'ailleurs cette progéniture, nous connaissons, qui avait été vendue après, de l'autre côté du Gabon. Donc, M. Serge Ibaka doit connaître de quoi nous sommes en train de parler, mais nous ne voulons pas ici le dire parce que ça, c'est une affaire privée. Cet homme est rancunieux, il est un destructeur des familles et des clans. Ne mets pas ton pied à Oyo. Mais nous nous souvenons encore, hein, Serge Ibaka avait un projet, le projet de construction d'un stade de basketball. Hein, vous vous souvenez, je crois que c'était autour des années 2015. Cet stade aujourd'hui existe, hein, ça se situe entre la rue Moshi et la Tiémé, et l'avenue de la Tiémé, hein, ce stade-là. Ça a été construit par Serge Ibaka, par ses propres moyens. Mais à l'époque où Serge Ibaka sollicitait cet endroit, il semblerait que le régime de Brazzaville voulait prendre une commission de sa part. On lui avait facturé une affaire de 100 millions de francs CFA, alors que Serge Ibaka avait des intentions de le faire pour le côté bienfaisance. Parce que tout cet endroit, hein, pour ceux qui connaissent bien Brazzaville, ça s'appelle Wenze Manzanza. Donc, il voulait, parce que c'est là où il venait jouer au basketball. Son papa aussi venait jouer au basketball. Nous connaissons que le papa du Ibaka fut un international congolais dans le basketball. Donc vous voyez qu'il voulait donner ce cadeau-là à tous les jeunes de ce quartier de Wenze Manzanza pour qu'ils viennent jouer. Mais le régime de Brazzaville, il semblerait, hein, d'après nos sources d'information, que toujours ce régime qui est habitué à prendre des commissions, mais c'est cela qui est la vérité. Vous voulez avoir un passeport, il faut payer. Vous voulez avoir un permis d'occuper, il faut payer en extra. Il faut toujours payer des commissions. On lui avait soi-disant, hein, parce que là on parle du conditionnel, on lui avait exigé de donner 100 millions de francs CFA en commission. Hein. Mais en réalité, est-ce qu'il avait payé? Nous ne savons pas, aucune idée. Mais aujourd'hui, ce stade-là existe. Ce stade-là avait été inauguré par Alfred Opimba, qui était le ministre de Sport à cette époque. Et Opimba est venu l'inaugurer en publicitant le gouvernement comme si c'est le gouvernement du régime de Sassou qui avait payé pour ce stade-là. Alors que non, ce stade a été construit avec les fonds propres de Serge Ibaka. Et le régime de Brazzaville a pris le crédit pour venir, puisque nous étions entre les années 2015, il semblerait, hein, parce que je n'ai pas la précision de la date exacte, mais il y a des vidéos qui existent, allez-y chercher, où Opimba est venu inaugurer ces stades-là au nom du gouvernement, alors que le gouvernement de Sassou n'avait jamais déversé un franc là-dedans. Vous voyez, chers amis, en réalité, une façon de dire aux citoyens de ce quartier que bon, votez-nous, nous sommes prêts à vous déballer la machine, toujours en essayant d'aider les peuples du Congo-Brazzaville. Donc, vous le voyez, le compatriote a eu une bonne volonté, il a vécu là, à Wenze Manzanza, il a joué au basketball à ce terrain, il voulait donc améliorer ses conditions, il vient pour poser une véritable fondation solide, en construisant certainement un stade meilleur que ça. Voilà, ceux qui sont toujours habitués dans les commissions sembleraient lui demander de payer encore d'argent en extra, alors qu'il devait déverser, ces gens-là devaient déverser aucun franc. Et aujourd'hui, c'est le régime de Sassou qui bénéficie parce que c'est Alfred Opimba qui avait inauguré ce stade-là. Vous voyez, donc on le dit encore à notre frère Serge Ibaka, nous faisons encore ce premier pas, il va falloir que nous nous rencontrons, on a beaucoup de choses à se parler pour le Congo, ceux qui le connaissent transmettez notre message, mais nous voulons encore l'avertir, ne mets pas ton pied à Oyo pour aller chercher les honneurs de Sassou, tu n'en auras pas besoin.
nous avons déjà donné, tu as déjà les honneurs que tu veux, le fait que tu gagnes le NBA. Nous sommes là, les supporters de NBA. Tout le monde est en train d'acheter les t-shirts de Serge Ibaka. Donc, tu n'as pas envie d'aller suyer ton honneur à Oyo, briser ta carrière. Sassou est un destructeur de carrière. Ne mets pas ton pied là-bas. Voilà, donc ça c'était sur le dossier Ibaka. Et donc, il était nécessaire de faire ce direct sur ça. Alors, chers compatriotes congolais, je crois que vous avez vu hein, ces attitudes, comportements villageois, hein, comportements, on ne peut pas s'imaginer, hein, ça c'est vraiment un comportement pitoyable, hein, ce que le régime de Sassou est allé faire à Moscou, hein, lors du voyage de Sassou du 22, 23, 24 mai, du 22 au 23 ou 24, voilà, hein, le tout dernier voyage qui est allé à Moscou. Nombreux parmi vous ont certainement vu ces images, mais nous allons vous faire passer cette image, mais nous n'allons pas faire passer le son parce qu'on parle en russe. Faites un peu attention et nous allons, il y a des écrits en anglais qui sont là. La rencontre Sassou-Poutine, comment les gens de ce régime ont brisé tout le protocole diplomatique qui existe. C'est du jamais vu, chers amis. Comment ces gens-là ont ramené une fois de plus encore le Congo en bas de cette famille Sassou-là. C'est incroyable, chers amis. Mais c'est que les journalistes russes sont en train de dire, ils disent, mais c'est incroyable. Vous voyez, on montre même la flèche à Claudia qui s'agitait derrière là-bas comme un animal au sein du zoo, au parc, qui agite le monde. C'est ce qu'on appelle en anglais breaking of protocol. C'est-à-dire que pour des matières diplomatiques, on ne peut pas se permettre aux gens qui font partie d'une quelconque délégation créer ce genre de mouvement autour. Parce que, écoutez, pour ceux qui connaissent les services secrets, parce que nous lisons un peu, ce milieu, nous côtoyons un peu ce milieu, même un téléphone cellulaire est strictement interdit, chers amis. Mais nous ne comprenons pas comment ces gens-là, sachant qu'ils sont au Kremlin, le palais le plus protégé, mais ils ont réussi à s'infiltrer avec le téléphone cellulaire. C'est strictement interdit en termes de diplomatie. Mais il faut dire que les gardes du Kremlin avaient tellement fait confiance à Sassou, mais après ils se sont fait avoir. Parce que, chers amis, nous connaissons que en matière de voyoutisme, du banditisme ou du terrorisme, même un téléphone cellulaire peut être éventuellement un explosif. Donc imaginez que dans cette délégation de Sassou, il y avait quelqu'un qui avait été contacté par des gens de mauvaise foi pour faire ce acte-là. Donc vous voyez qu'on allait simplement arriver à l'explosion du téléphone cellulaire au Kremlin, au palais même du Kremlin, et pour atteindre le président de la Russie. Ça c'est très grave, chers amis. C'est très grave. Parce que strictement interdit, c'est sûr, ils connaissent les lois, ils connaissent le règlement. Le protocole de Sassou connaît bien ça. Sassou lui-même connaît bien ça. Qu'on ne peut pas se permettre aux gens de venir avec des téléphones cellulaires quand il s'agit des rencontres avec des grands chefs d'État. Totalement impossible, interdit. Ça fait partie du protocole, ça fait partie du service de sécurité. Et eux, ils avaient le droit et le devoir de respecter cela. Hein, le devoir de respecter ces consignes-là. Mais les autorités russes, les services de sécurité russes, ont fait confiance aux gens d'Oyocratie, à cette bande des primitifs d'Oyo. Vous voyez encore, il vient encore de nous démontrer qu'ils sont des primitifs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils se sont extirpés avec des téléphones dans la salle au Kremlin avec le président Poutine. Et les voilà derrière en train de s'agiter comme des singes dans des parcs. Et le journaliste russe, hein, quand il faisait il parlait de cette affaire, ce n'est pas même pour rien que les Russes ont simplement mis cette affaire en ligne. C'est pour démontrer à tous les autres États que, attention, là, il y a eu bris de sécurité. Vous comprenez, chers amis, que là, il y a eu bris de sécurité. Là, il y a eu bris des consignes du protocole. Donc, faites attention que cela n'arrive pas à tous les chefs d'État parce que ça représente véritablement un danger du point de vue sécuritaire. Oui, chers amis. Donc,
connaissant les consignes, les règles, les règlements, ces gens de Sassou ont encore une fois brisé le règlement. Ils se sont extirpés en cachant certainement. Claudia a dû cacher son cellulaire dans son slip, certainement. Mais c'est ça qui est la vérité. Hein. Et rentrer au Kremlin, une fois au Kremlin, et la voilà mettre sa main dans son slip et puis il peut sortir le cellulaire. C'est cela, chers amis. C'est très grave ce qui s'est passé. Mais c'est encore le Congo qu'on a emmené très bas. Mais le journaliste l'a même dit, hein, le journaliste l'a même dit que c'est incroyable que même le caméraman de Sassou n'a pas pu résister. Il était obligé de déposer sa caméra par terre, cherchant quelqu'un qui devait le filmer pour aller saluer le président Poutine. Donc vous comprenez que l'intention de ces gens-là, ce n'est pas véritablement aller chercher les solutions des problèmes du Congo, mais simplement faire les photos et montrer aux yeux du monde entier qu'ils ont le soutien des grands leaders de ce monde. En réalité, ce n'est pas le cas. Bon, on va essayer de tourner, on va essayer de jouer cette vidéo pour que le monde regarde encore. Nous l'avons pris chez Chéri Boila de Brazza Info. C'est Chéri Boila qui a mis. Nous allons essayer de jouer. Bon, nous avons mis, vous le voyez, l'indice, vous voyez Claudia, comment on montre Claudia, regarde comment elle s'agite derrière. Vous regardez comment, voilà, et là tout le monde vient, voilà, elle brise le protocole. Regardez comment les services de sécurité russes sont très étonnés, vous le voyez là, regardez, voilà comment elle appelle quelqu'un pour venir faire là. Vous voyez l'agent de sécurité à côté, comme il lui fait le signe, il dit, mais ça c'est l'abri général, regardez là, voilà l'agent de sécurité qui l'interdit là. Vous voyez qu'il y avait une barrière de sécurité, mais ils ont pu percer. Voilà toujours la famille à côté, hein, chers amis. Donc c'est incroyable. Nous avons enlevé le son en russe pour que vous puissiez en réalité simplement écouter. Donc, chers compatriotes congolais, démocrates africains, le Congo est allé très bas, hein, parce que nous faisons face aux gens qui n'ont jamais rien respecté. Les voilà qui s'introduisent. Leur objectif, c'est vous montrer les selfies, les photos. C'est ça leur objectif. Et quand ils vous montrent les photos, vous avez l'impression qu'ils ont le soutien des grands. Parce qu'il faut vendre l'image, vendre cette image au sein de leur parti, au sein de leurs troupes, au sein du peuple congolais. Le peuple qui est aveuglé va simplement suivre. Voilà, il a été reçu par le président Poutine. Vous le voyez qu'il n'y a pas eu d'interview au cours de ce voyage. Parce que si c'était un voyage d'État, il devait y avoir des interviews. C'est-à-dire que conférence de presse entre le président Poutine et Sassou Denis. Mais il n'y a pas eu ça. Ça vous démontre que ce n'était pas un voyage préparé dans des conditions où c'est la Russie qui voulait la rencontre, mais c'était une main forcée comme nous l'avons déjà prédit avant le voyage. Nous avons donné les dates par le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et nous avons déjà prédit les résultats. Et voilà les résultats. C'est la honte que ces gens-là ont toujours fait, emmener le Congo vers le bas. C'est une situation très grave. Vous comprenez que chez compatriotes congolais, nous n'avons pas le choix. C'est véritablement de se lever pour chasser ces gens-là. Rapidement, je vais faire ce direct. L'objectif, c'est de le faire maximum 45 minutes. Nous voulons dire un bravo. Nous voulons dire un bravo aux officiers de Soudan, hein, aux officiers soudanais qui ont refusé de tirer à bout portant sur leurs compatriotes. Des officiers soudanais ont refusé de tirer à bout portant sur leurs compatriotes qui sont en train de protester contre les brigands qui ont confisqué le pouvoir, hein, ce régime militaire, là, ce conseil militaire. Là. Comme un peu le Congo, nous avons un conseil militaire, des gens mal formés, parce qu'il faut dire que le conseil militaire du Congo, c'est des gens mal formés, tous des usurpateurs, des généraux qui n'ont jamais mérité un quelconque grade. Ils ne sont pas comme le général Sani Abacha, qui a fait toutes les étapes nécessaires de l'armée pour atteindre son galon de général. Mais nous faisons face à tous ceux qui sont là, n'ont jamais mérité ces grades-là. Voilà pourquoi ils ne connaissent pas en réalité qu'est-ce que c'est l'idéologie militaire. Le rôle de l'armée, c'est de protéger l'État, c'est de protéger les citoyens. Un véritable militaire connaît le droit, connaît la loi, connaît la constitution de son pays. Il est un patriote. Il s'est engagé pour protéger le drapeau et protéger ses citoyens.
Un vrai militaire ne tourne jamais son arme contre les civils non armés. Hein? Ça fait partie de déontologie militaire, ça fait partie des consignes de guerre. Des consignes de guerre, on ne tire jamais sur un individu, même un ennemi non armé, on ne le tire pas. Voilà pourquoi en matière de guerre, vous avez toujours, il y a des prisonniers militaires qu'on prend des autres camps, du camp adverse. Mais au Congo, vous aviez des bourricots. Il faut dire que Blanchard Okoye est un bourricot parce qu'il ne connaît pas l'idéologie militaire, quand même qu'il a fait son Saint-Cyr. Ce n'est pas un général qui a mérité même Saint-Cyr. Il faut le dire qu'il a triché, hein, pour pouvoir passer à tous ses examens. Je veux encore prendre les Niagambouala, ce ne sont pas des généraux, hein, ce ne sont pas des généraux. La preuve en est, il y a un message audio d'une dame, tout le monde a écouté ça, qui parle de ce que, plutôt ce que Ndenge est venu faire, lorsque les jeunes de Wenze Manzanza étaient en train de célébrer la victoire de leur compatriote Serge Ibaka. Ndenge est venu casser tout le matériel qui a permis aux jeunes de regarder le match, les chaises et tout. Et quand la personne qui a passé cet audio le dit, Ndenge en personne était là. Vous voyez, en fait, c'est des gens qui vivent maintenant dans, on peut dire que dans une certaine psychose, hein, en réalité, qui ne veulent pas voir des jeunes Congolais dans la joie. Hein, ils veulent toujours voir les jeunes Congolais dans la souffrance, en pleurant. Hein, ils ne veulent pas voir des jeunes Congolais célébrer, même quand il s'agit de sport. C'est ce que cette dame-là l'a dit. Hein, elle a dit, et pourtant, Ndenge lui-même est président d'une équipe de football. Mais en réalité, c'est des gens qui sont dans une pathétique compliquée, hein, dans une psychose. Dès qu'on entend un petit bruit, leur intention forcément c'est de mener la répression. Ils ne cherchent même pas à savoir le motif. Parce qu'il faut le dire que ces jeunes-là sont restés là toute la nuit en train de regarder le match qui a permis à Serge Ibaka de gagner. Un fils de Wenze Manzanza, leur grand du quartier, même leur petit du quartier. Mais Ndenge qui se ramène avec ses forces du mal, soi-disant général de la police. Alors qu'un général de la police connaît le droit, connaît la constitution, connaît les lois. Donc il ne peut pas venir réprimander des jeunes qui sont en train de jouir, bien organisés, assis, avec leurs projecteurs en train de regarder leur match. Des jeunes qui n'ont jamais fait de bavure et qui n'ont jamais attaqué à qui que ce soit, mais qui sont là assis dans un endroit bien contrôlé. Mais à la place, la réponse de Ndenge, entre guillemets, général Ndenge, c'est de mener la répression, de casser le matériel, le bien d'autrui. Hein, comme d'ailleurs la personne qui a fait qui a rapporté a dit il va falloir que Ndenge puisse se rembourser. Vous voyez qu'ils sont dans une psychose, hein, ils sont dans une psychose, et donc dans cette psychose, c'est dès qu'il y a un petit mouvement des jeunes, même dans la joie, même dans le bon sens, il faut réprimander, il faut s'attaquer, il faut taper. Voilà des jeunes qui ont été brutalisés encore parce qu'on était en train de suivre ce match. Vous voyez, chers amis, donc on le dit, ce ne sont pas des généraux, hein? C'est des bourricots, hein, chers amis. Faites cette différence entre un général, un officier formé, qui connaît le droit, qui connaît la loi, qui connaît la constitution, qui connaît son rôle dans l'armée ou dans la police ou dans la gendarmerie, et qui sait que son rôle c'est de protéger sa nation, c'est ne pas utiliser la violence contre des gens qui ne commettent pas des bavures, mais qui sont là assis, on ne peut pas commettre. Vous voyez, voilà Ndenge qui amène la machine. Et cette psychose qui génère dans le Sassouland ou dans tous ces gens, c'est simplement ne jamais voir les jeunes Congolais dans la joie. Parce que même si c'est des jeunes qui célèbrent la victoire sportive, se font tabasser, alors là, ça pose véritablement un problème. Voilà pourquoi nous voulons, par cette image, comme vous le voyez, comme c'est en anglais, par cette image, comme on le dit, dozens of Sudanese officers arrested for refusing to use violence against protesters. Donc vous le voyez, donc là vous voyez ces officiers soudanais ensemble avec leur peuple au moment où leur pays est dans une situation compliquée. Comme vous le dites, des douzaines et des douzaines des officiers soudanais ont été arrêtés parce qu'ils ont refusé d'utiliser la violence contre les gens qui protestaient. Vous voyez, chers amis, donc
ça montre que, vous voyez, ces officiers soudanais sont formés. Ils ont été dans des grandes écoles de formation militaire. Voilà pourquoi ils ont compris, ils ont dit non. C'est un peuple qui proteste pacifiquement et qui veut le changement. Parce que s'il y a eu le président soudanais qui venait de tomber et que les militaires viennent continuer à utiliser la répression, et ce peuple-là est toujours debout, alors là, le peuple, en réalité, a raison. Et ces officiers militaires soudanais ont compris que dans ce peuple-là, il y a leurs enfants, il y a leurs frères, il y a leurs voisins, il y a leurs compatriotes. Donc, pourquoi ils vont tourner leurs armes ou tourner leurs coups de poing contre leur propre peuple? Vous voyez, donc ils ont compris que notre rôle, c'est de protéger les civils, protéger les plus faibles. Et donc, notre rôle n'est pas d'utiliser notre peuple comme étant notre ennemi. En réalité, le peuple demande qu'il y ait une véritable transparence dans la gestion de la chose publique. Le peuple demande qu'il y ait en réalité des véritables négociations. Pourquoi nous allons nous mettre à matraquer nos populations? Donc, on félicite les Soudanais. Vous voyez, le Soudan, que vous, au Congo-Brazzaville, vous avez tendance à dire qu'ils ont la faim, il n'y a pas de nourriture là-bas, ils ne sont pas éduqués. Vous voyez que là, ils nous demandent, ils nous donnent encore des leçons de vie, des leçons de moralité, des leçons de démocratie. Donc, encore un grand chapeau à tous ces amis-là. Bon, maintenant, nous avons... nous allons rentrer dans le dossier FMI, hein, parce que ça c'est un truc rapide que nous sommes en train de faire. Le dossier FMI. Le régime de Brazzaville, après avoir commis le chaos financier du Congo, le pillage économique du Congo, placé le Congo dans l'Armageddon économique, l'apocalypse économique, l'apocalypse de l'apocalypse, l'Armageddon de l'Armageddon économique, ils se sont amassés des tas d'argent. Ce même système hein, que Mbéry Martin est venu expliquer, hein. Mais pour ceux qui ont l'habitude, ceux qui ont suivi l'interview de Mbéry Martin, ça y est là sur YouTube. Nous allons mettre le lien dans cette vidéo à YouTube. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, nous allons mettre le lien pour qu'ils aillent regarder cette vidéo. Il y a plein de choses que Mbéry Martin a dit. Hein. Voilà, ça c'est une petite parenthèse que je viens d'ouvrir. Nous savons que nous allons rentrer dans le dossier FMI. Mais nous voulons parler de ce système, hein, parce que c'est ce système que Mbéry Martin venait de décrire. Hein. Nous comprenons bon, quand même que Mbéry Martin refuse d'être parmi les responsables qui ont mené le pays à la dérive, à cette guerre, le coup d'État de Sassou. Mbéry Martin refuse, dit que les Congolais qui l'accusent, ils sont ignorants, refuse de prendre ses responsabilités, mais il y a quand même des choses que Mbéry Martin a dit qui sont des choses réelles. Mbéry Martin l'a dit clairement qu'il y a un seul parti qui se permet de tout faire, de tout manipuler, c'est le PCT. Mbéry Martin l'a dit, allez-y encore regarder dans l'interview. Mbéry Martin a encore dit que l'État a une légitimité. Donc, en réalité, Mbéry Martin voulait expliquer que les Souba avaient une légitimité, eux, ils avaient aussi une légitimité de former leur milice, hein, Et de sur quoi ils étaient les garants de pouvoir protéger l'État. Mbéry explique encore que ce que nous voulons parler de la légitimité de l'État ou des individus, mais cette légitimité, c'est aussi hein, ce que Sassou venait de faire. Au nom, entre guillemets, de cette légitimité de l'État, ce que nous avons tendance d'appeler les crimes de guerre, donc les crimes d'État, hein, que Sassou se permet d'aller faire le génocide dans le département du Pôle. Mais ce que nous voulons démontrer ici, c'est qu'il y a légitimité et légitimité. Il y a une légitimité que vous avez acquis par le biais de l'usurpation des votes, par le biais de pillage, par le biais de la répression, et il y a une légitimité que vous réellement vous obtenez de la part du peuple. Si nous essayons de regarder le pouvoir de l'Essouba, il n'y a pas eu discussion de point de vue national hein, sur qui avait gagné l'élection de 2012. Donc, de ce point, nous comprenons que l'Essouba avait une légitimité donnée par le peuple en tant que président légitimement élu par le peuple congolais. Hein, chers amis, faisons cette nuance. Mais regardons le contexte de Sassou. Sassou n'a pas eu une légitimité parce que nous sommes partis une élection. Tout le monde conteste le pouvoir de Sassou à l'exception des 8% que Sassou a eu. Donc, c'est 8% qui fait partie de ce noyau dur, ce noyau et éventuellement qui a créé cette crise économique que nous connaissons aujourd'hui.
La légitimité de Sassou, il vient de l'acquérir par le sang des Congolais, par le biais de la guerre, et il ne va pas aller se cacher derrière la légitimité de l'État pour pouvoir régler ses problèmes personnels, sa haine qu'il a toujours envers le peuple congolais. Donc, dans ce contexte, nous voulons répondre rapidement à Mbéri Martin, mais nous allons revenir sur ça. Sassou n'a pas la légitimité de pouvoir utiliser les moyens de l'État, de pouvoir aller assassiner du monde, massacrer du monde, placer le pays dans la crise économique parce qu'il n'a pas été élu. Deuxièmement, il va donc répondre à ses crimes. Mais vous voyez que malin que Sassou est, il est parti donc au sein même de cette manipulation de la légitimité, il est allé donc placer 2 articles au sein de la Constitution pour chercher un parapluie de protection. L'article 10 et 95 qui lui permet donc de faire ses impunités et pour que la loi continue de le protéger. Vous voyez, chers amis. Donc, Mbéri Martin ne peut pas nous parler au nom de la légitimité. Comme même qu'il a dit à la fin que cette légitimité a des limites. Mais les limites de Sassou, il n'y en a pas. Sassou, il fait tout ce qu'il veut, tout ce qui vient dans la tête. Donc, il faut dire que tous ceux qui ont travaillé avec le Souba, qui ont mené le pays dans une crise économique avec Sassou, nous savons la crise économique de 1997, c'était un coup d'État. Tout ce monde répondra à un certain moment parce que nous avons dit que nous ne sommes pas à l'étape des émotions, à l'étape de lavement de main, mais à une véritable justice qui agira pour apporter des véritables solutions pour régler tous les cas des crimes financiers, des crimes de sang, des crimes de guerre que tous ces individus ont commis. Donc le cas de Sassou, Sassou n'a pas la légitimité, ni par le biais de la Constitution, ni par le biais des lois de la République. C'est un brigand avec un groupe, 8%, qui est aussi en train de mener le pays à l'abîme. Et éventuellement, l'abîme aujourd'hui, c'est la crise, l'une des parties de l'abîme, c'est la crise économique, la banqueroute du Congo. Mais ils ont utilisé leur machine. Et quelle est la machine qu'ils vont chercher? Ils vont donc chercher le partenaire français, la classe politique française, des individus dans cette classe politique qui ne comprennent pas encore qu'il s'agit là de trouver véritablement une solution au problème du Congo, éventuellement de s'asseoir sur de nouvelles bases pour inclure la jeunesse, pour inclure la partie de la société civile, pour inclure les femmes, les autochtones, pour inclure toute la jeunesse pour régler les problèmes du Congo. Ngolo, autour du 15 mai, était en France. Il est allé voir le président du Sénat français. Mais nous allons écouter ce que le président du Sénat français va nous dire avec Ngolo Pierre. Qui est Ngolo Pierre? C'est le secrétaire général du Parti congolais du travail que nous appelons le parti nazi. Nous allons simplement essayer d'ajuster la caméra et nous allons essayer de visionner cette vidéo de quelques secondes. Nous allons écouter ce que le monsieur est en train de me dire. Mes chers compatriotes, remarquez l'attitude de ce monsieur, président du Sénat français, quand il parle. Mais vous comprenez que tout ce monde-là, c'est des pauvres types. Comprenez que l'homme a reçu son guiri, Ngolo, que vous voyez ici, Bateke, marche-pied de Mboshi Doyo, qui est en train de combiner avec les gens de Sassou, éventuellement pour venir convaincre les pauvres types blancs par leur couleur de nationalité française pour continuer à marcher sur le peuple congolais. Nous allons écouter ce que ce monsieur va nous dire ici. Du Sénat du Congo, vous avez exprimé à la fois la préoccupation qu'il partageait avec l'exécutif de trouver une solution aux difficultés financières du pays pour que le pays reparte sur de bonnes bases, dans l'intérêt de tous les citoyens. Bon, le Congo trouve les moyens de financer pour repartir sur de bonnes bases sur l'intérêt de tous les citoyens du Congo. Mais M. Gérald Larcher doit encore repartir. Est-ce que l'argent du FMI va servir l'intérêt du Congo? Mais nous pensons que M. Gérald Larcher, ce qu'on l'appelle ici, président du Sénat français, va encore bien réfléchir. Ce qui me fait rigoler, c'est la tête de Pierre Ngolo. Vous allez voir comment il est en train de bouger la tête. Voilà un court bonhomme, Ngolo Pierre, qui a galéré à l'OCH. Comme on l'avait dit, moi j'ai bien connu ce monsieur qui jouait au jeu qu'on appelait le Ngolo. Le même Ngolo que le député de Sassou est allé donner aux jeunes chômeurs de son quartier à Brazzaville. Bon, voilà un homme qui continue à jouer le sale boulot
continuons à croire que Sassou, le président qui donne le sourire à tout le monde, ça c'est d'après Ngolo, hein, dans sa toute dernière conférence de presse qu'il venait de faire. Donc voilà Ngolo en mission, qui vient donc voir le colon, donc le français, cette France qui les a placés à la tête du Congo, en marchant sur les cadavres des Congolais. Voilà, écoutez ce que le président là, du Sénat français est en train de dire. Donc, eux, ils sont en train de travailler pour aider le régime de Sassou à obtenir l'argent du FMI. Nous allons simplement tourner. Il y avait aussi des relations mutuelles entre nos pays. Et je veux dire que le président avait souhaité que la France s'engage plus, et notamment le président du Sénat, pour que le Fonds monétaire international, présidé par Mme Lagarde, puisse trouver une voie d'accord et de signer un protocole qui soit dans des conditions à la fois acceptables et qui permettent de tracer un avenir et supportable, parce que encore faut-il qu'il puisse être supporté par les citoyens et la gouvernance. On doit dire que... Bon, il a utilisé une expression qui va intéresser tous les Congolais, un programme qui va être supporté par tous les citoyens et la gouvernance. Ça, c'est une expression, mais comme on vous le dit, 92% des citoyens qui ont voté Sassou voudront d'un accord avec le FMI, pas avec les mêmes gens qui nous emmènent au rond-point, des gens qui nous font tourner et qui reviennent au rond-point. Donc vous voyez que Sassou a mis toute la machine pour essayer de convaincre le monde à obtenir l'argent du FMI. Nous allons continuer à suivre et puis nous allons terminer cette section sur le FMI. Les perspectives d'une signature en juillet, il faut toujours être prudent, se sont ouvertes, nous sommes intervenus, d'autres sont intervenus. Je veux dire que aussi bien l'exécutif français que le Sénat français, nous sommes intervenus. La seconde des choses, c'est que... Bon, vous avez entendu ce qu'il a dit? Aussi bien l'exécutif français qu'à notre niveau, nous avons intervenu. L'exécutif français ici, c'est quoi? C'est le président de la République de France, c'est Le Drian qui est au ministère des Affaires étrangères, c'est Philippe qui est leur Premier ministre, voilà, donc c'est Bruno Le Maire qui a l'économie. Donc en réalité, la machine de la France-Afrique est en jeu pour pouvoir convaincre le FMI pour que le FMI puisse donner de l'argent à Sassou Denis. Mais, chers amis, nous allons simplement terminer cette section et nous allons donner notre point de vue. Voilà. Nous avons fait le point aussi sur nos relations économiques, mais aussi sur nos relations parlementaires. Et alors, comme vous avez un président du Sénat qui sait ce qu'il veut... Bon, vous avez vu ce geste-là, ce geste qu'il a fait là, vous avez vu le président du Sénat qui veut ce qu'il veut. Vous voyez, ce geste-là, c'est le geste d'un homme politique corrompu, d'un homme politique qui est très joyeux de son guéri qu'il venait de recevoir. En réalité, vraiment, c'est très triste pour la France. Il va falloir que des citoyens français prennent en réalité leurs responsabilités, parce que nous faisons face à un complot d'une génération, des gens, en réalité c'est des criminels qui se sont cachés dans la politique, hein, qui font des business sous le dos des citoyens et qui se protègent énormément en ayant ces positions. Donc de l'argent qui circule où tout le monde ne voit rien. Vous voyez? Donc vous le voyez, regardez simplement les regards de deux individus, regardez comment ils se regardent. Le problème c'est que voilà ces hommes comme des Ngolo, où dans la tête, où il n'y a que de cailloux, ils ne savent survivre que par le biais de la corruption. Ils ne peuvent pas vivre avec la matière grise que le bon créateur leur a donnée, parce qu'ils n'ont jamais percé avec cette matière grise-là. Ils savent que pour percer, il faut forcément venir donner de l'argent à ces individus, ceux-là qui ne voient que le côté argent, et ceux-là qui n'ont jamais donné aucun respect à l'être noir. Voilà le négrier noir, part chez le maître, donner de l'argent pour avoir la couverture du maître. C'est pitoyable, hein, chers amis. Moi, quand je vois ce genre de choses-là,
Nous sommes à l'étape de l'esprit, rien ne nous fait peur. La mort ne nous fait pas peur. À Yatonga, ils ont voulu déposer la bombe dans un caisson chez le doyen Ayatonga il n'y a pas très longtemps. Et nous n'avons pas peur de ça. Et ça ne nous intimide pas. Au contraire, notre nom va rester gravé dans l'humanité. Que vous êtes déplacés, vous êtes allés placer la bombe pour nous assassiner. Et donc, c'est une honte à vous, parce que vous aviez des compatriotes congolais qui vous disent la vérité. Peut-être que ça peut aider à faire avancer le pays, mais à la place, vous vous mettez à envoyer des bombes dans la maison des gens. C'est de la même façon que vous avez placé la bombe dans l'avion UTA. C'est cela, chers amis. C'est de la même façon que vous avez bousillé la poudrière de Mpila pour envoyer nos citoyens dans la difficulté. Aujourd'hui, vous avez occupé les endroits où vivaient les citoyens de Mpila. Vous avez construit vos maisons et vos hôtels là-bas. Vous voyez, c'est juste dans l'escroquerie et le vol. Voilà des Congolais qui continuent à penser que c'est le blanc qui est la solution des problèmes du Congo. Donc, le négrier noir qui fait souffrir ses propres citoyens, qui vole tout l'argent du Congo, avec son maître Sassou, va cacher de l'argent auprès du maître, pensant recevoir la protection du maître. C'est incroyable. C'est incroyable. Nous allons continuer de suivre. Vous voyez ce geste-là, ça vous montre qu'il y a une joie énorme ici dans la tête de l'homme, parce qu'il y a son guéri qui est parti du Congo, pour simplement venir corrompre tous les politiciens français, pour qu'on puisse aider ces gens-là à obtenir le cachet FMI. Nous allons continuer de suivre ces gens-là. Nous avons entamé une réflexion au mois de septembre sur un protocole d'accord entre nos deux parlements larges. Notons que le président du Sénat congolais est à... Bon, voilà. Donc, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, comme nous avons l'habitude de vous le dire, en ce qui concerne le volet FMI, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Pourquoi? Nous allons simplement aller vous prendre le tout dernier message du président de la Banque mondiale. Qui est le président de la Banque mondiale? David Malpass. David Malpass est qui? Il fut le secrétaire adjoint au Trésor américain. Il était passé, nous avons passé déjà des vidéos sur lui, là où il a intervenu au Congrès américain, dans une séance de questions, là où il a présenté le cas du Congo-Brazzaville. Vous avez vu des sénateurs américains qui ont parlé du Congo-Brazzaville, où les sénateurs ont dit des routes de nowhere, des infrastructures qui ne profitent à personne. En réalité, c'est le pillage du Congo. Le Congo qui s'est amassé des dettes avec des fonds chinois. Et la réponse de David Malpass est très claire là-dessus. Nous allons simplement essayer de tourner la page ici. Vous le voyez, c'est que M. David Malpass venu de dire, je vais simplement aller regarder, on va vous montrer où est-ce que nous avons pris cette vidéo. Vous voyez, la Banque mondiale, nous sommes bien dans son site. L'économie mondiale entre croissance atome et tension grandissante. Bon, nous allons simplement aller dire la plus grande partie où M. David Malpass a souligné. C'est cette partie-là. Hein? Nous allons le lire. Les gouvernements doivent impérativement engager des réformes structurelles pour améliorer l'environnement des affaires et attirer des investissements. Ils doivent également faire de la gestion transparente de la dette l'une de leurs priorités, de sorte que ces nouvelles ressources contribuent effectivement à la croissance et à l'investissement. Bon, chers amis, ça ne vient pas de moi. Signé David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale. Sassou, tu as entendu ça? Ngolo Pierre, tu as entendu? Bouya, tu as entendu? Ondongo, tu as entendu ça? Kalis Ganongo, tu as entendu? Les généraux de la Gestapo, vous avez tous entendu ça? Nous allons reprendre. Les gouvernements doivent impérativement engager des réformes structurelles pour améliorer l'environnement des affaires et attirer des investissements. Ils doivent également faire de la gestion transparente de la dette l'une de leurs priorités, de sorte que ces nouvelles ressources contribuent effectivement à la croissance et à l'investissement. Signé David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale. Alors, chers amis, démocrates africains, ça vous dit tout. La transparence sur l'histoire de la dette du Congo, nous savons que nous ne pouvons jamais, excusez-moi, je vais simplement essayer de connecter l'appareil,
nous savons, nous ne pouvons jamais avoir la transparence avec le régime Sassou. Totalement impossible d'avoir la transparence. Vous les avez encore vus aller auprès de Mercuria, un autre trader, pour encore aller prendre de l'argent. Le régime Sassou, c'est qu'ils veulent simplement avoir le cachet FMI qui leur permettait d'emmener encore une forêt de traders ou des créanciers pour continuer à piller l'argent, endetter l'argent. Mais, chers amis, ce que vous devez certainement connaître, je crois que nous avons déjà parlé dans l'une de nos directs sur la situation. Je vais simplement les retrouver. Il va falloir que je vais vous le faire voir. Je vais vous le faire voir là parce que là, ça va être un peu plus facile. Sur la situation du monde entier. Hein. Sur la situation du monde entier. Ce qui est en train d'arriver. Nous avons peut-être ce qui est en train d'arriver. Je vais simplement... je l'ai mis là sur mon mur pour que tout le monde ait la possibilité d'aller le lire. Le défaut du Congolais, c'est que le Congolais n'aime pas lire. Vous voyez, chers amis, c'est dans la lecture qu'on acquiert. 60% des économistes américains prédisent une crise économique en 2020. Hein? Ça vient d'ouvrir. 60% des économistes. Et ça, c'est la source Radio-Canada. Radio-Canada a parlé de ça lors d'une émission du matin. Et d'ailleurs, ce chiffre commençait à 20% et ça fait que remonter le pourcentage des économistes qui croient à cette théorie. Selon leurs calculs, selon la tendance économique mondiale, nous nous dirigeons vers une crise économique en 2020. Cette crise économique sera plus dure que la crise économique que nous avons vécue en 2008. Les amis, en tout cas, on a été victime de boycott. Voilà, donc on était victime de boycott. Nous étions en train de parler de FMI et subitement ça s'est coupé et nous allons parler de ça. Pourquoi les gens ne veulent pas parler de la crise économique? Bon, nous voulons faire état, une relation de cette crise économique avec le régime de Sassou. Si réellement Sassou va obtenir, en tout cas, on s'excuse pour cette coupure. Nous pensons que c'est du boycott, hein, c'est clair, hein, parce que on ne peut pas couper les gens comme ça n'a pas de sens, c'est du boycott, hein, ce qui venait de se passer. Laissez le monde s'exprimer, nous apportons des preuves, des sources de nos informations. 60% des économistes américains prédisent une crise économique en 2020. Et nous voulons donc relier ce que les économistes américains disent par rapport à la situation économique du Congo-Brazzaville. Ça se en train de chercher l'argent du FMI. Rapidement, puisque les gens commencent à nous boycotter, nous allons vous faire passer cette source. Vous voyez cette source-là? Ouvpost, allez-y regarder. Ça sont des grands éditeurs qui l'écrivent. Vous le voyez ici, c'est Jean-Luc. Je vais simplement essayer d'enlever le flash. Jean-Luc Ginder, économiste, qui a encore publié cet article, qui a dit « Une crise financière 30 fois plus puissante qu'en 2008 est imminente, mais nous sommes dans le déni. Nous sommes dans le déni. » Éventuellement, si vous allez lire cet article, vous allez comprendre que les autorités, les politiciens ne veulent pas perturber le monde entier par rapport à cette publication. Mais en tout cas, nous voulons donc simplement dire au peuple, au monde entier, aux amis du Congo-Brazzaville, que Sassou a beau faire, aller regarder ses amis français, comme l'a dit l'exécutif, le Sénat, tout le monde, pour parler à Christine Lagarde, qui est une Française, pour trouver des formules avec des conseillers financiers français qu'ils ont donné à Sassou, Dominique Strauss-Kahn, Pigas, ainsi de suite, pour convaincre que le FMI donne de l'argent à Sassou. Et encore, avec cette information où 60% des économistes américains prédisent la crise économique en 2020, là vous avez encore cette publication faite par le Ouvpost, la crise financière 30 fois plus puissante qu'en 2008. Alors vous voyez que dans la situation de crise, la situation macroéconomique du Congo, où vous avez un homme qui s'allait s'engouffrer des dettes énormes, et dans le contexte où vous avez des parlementaires, plus de 17 sénateurs et membres de Congrès avaient signé
envoyé la correspondance au département d'État américain, même au FMI, pour dire que le FMI ne devait pas, ni la Banque mondiale, ne devait pas supporter des États qui se sont endettés avec des fonds chinois dans cette affaire de crise économique que nous sommes en train de regarder entre les États-Unis et la Chine, les deux grandes puissances économiques mondiales, comme même que des hommes d'affaires américains sont en train d'appeler à la calmie pour essayer de regarder comment les business vont continuer à fonctionner. Et si vous avez 60% des économistes américains, et là vous avez un économiste français qui vous le dit dans ce grand journal de réputation, de grande réputation, qui vous dit que nous nous dirigeons vers une crise économique, même si ça se passe pas en 2020, dans ce contexte, le FMI va évaluer, le conseil de l'administration du FMI va évaluer qu'est-ce que ça va donner en garantie pour pouvoir obtenir l'argent, pour obtenir le prêt. Puisque ça soit déjà tout hypothéqué avec tous les traders, ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'il va donner? Et s'il y a une crise économique qui se dessine en 2020, est-ce que ça aura encore des moyens à pouvoir rembourser? Parce que nous allons voir un baril de pétrole qui va chuter. Ces jours-ci, vous avez vu une petite élévation, augmentation du prix du baril à cause d'une petite crise qui est au niveau du Moyen-Orient, aujourd'hui avec les bateaux qui ont été enflammés, ainsi de suite. Oui, chers amis. Donc, s'il y a une crise économique qui se dessine en 2020, vous pensez que le FMI va donner de l'argent à Sassou? Et s'il y a des parlementaires américains qui se sont levés pour dire aux politiciens, aux économistes que vous ne devez pas donner l'argent aux États qui se sont lourdement endettés de l'argent des Chinois, vous pensez que malgré que la France, comme l'a dit déjà même le président du Sénat français, l'a dit d'une manière claire, qu'il faut être prudent, au juillet, c'est le 5 juillet que la montre va tourner en envers, que nous allons voir la montre tourner en envers, parce que le conseil d'administration doit regarder la gestion du Congo, doit regarder la transparence, comme l'a dit le président de la Banque mondiale, une transparence sur la gestion, sur la dette. Or, le cas du Congo, ça sont les paroles de David Mapas qu'il a dit. Mais le cas du Congo, il n'y a pas une transparence de la dette. La dette, elle est opaque, elle est inconnue. La dette internationale, comme la dette extérieure, comme la dette nationale, est opaque, est inconnue de tout le monde. Tous les chiffres qu'on donne, c'est une façon de brouiller les pistes. On ment à tout le monde. Maintenant que vous faites face aux gens qui ne comprennent pas ce mécanisme, aux pessétistes et qui dépensent des multimilliards de l'argent, en envoyant des gens comme des Ngolo pour qu'ils viennent voir les parlementaires français, en envoyant sa délégation, parce que la délégation de Mwamba est en train de venir à New York pour venir convaincre, soi-disant, le FMI. Chers amis, en tout cas, nous sommes, d'une manière claire, nous sommes en train de présenter là des faits, potentielle crise économique en 2020, 60% des Américains, et ce nombre continue à augmenter. Vous avez le UnfPost qui vient de le publier encore, qui vient de confirmer encore ça. Vous le voyez, une crise financière 30 fois plus puissante qu'en 2008 est imminente. Vous voyez, publié par le UnfPost qu'il a fait, et c'est l'économiste Jean-Luc Guinder qui l'a fait. Vous voyez, chers amis, dans ce contexte, chers amis, vous voyez que vous n'allez pas avoir l'argent du FMI. Au moins, et Madame Lagarde a des mains liées. Madame Lagarde ne va pas se permettre de jouer au jeu que Dominique Strauss-Kahn avait fait, là, en 2010, là. Où, comment on appelle, des Yaya Moussa se sont amassés d'énormes revenus, avec devenus des propriétaires des puits de pétrole avec Continent, des compagnies comme des Continent. Vous voyez que Madame Lagarde n'a pas la décision. La décision finale, ce 5 juillet qui vient, ce sont les 24, nous avons l'habitude de les appeler les 24 vieillards qui tiennent les coupes, hein, comme un peu la Bible des chrétiens décrit l'environnement du Créateur. Il y a 24 vieillards qui tiennent les coupes. Si votre prière rentre là-dedans, ça veut seulement dire que votre prière est exaucée. C'est ce que la Bible des chrétiens nous dit. Donc les 24 administrateurs du FMI qui vont siéger, il n'y a pas que les francophones. Il y a l'équipe, l'aile dure économique, des conservateurs économiques, avec, vous voyez comment
le régime Trump est en train de parler de la manière économique. Vous allez voir des conservateurs économiques. Ils vont prendre en compte les recommandations, les lettres envoyées par les sénateurs américains. Parce que ceux qui vont frauder en donnant l'argent à Sassou vont se retrouver dans des tribunaux, devant les tribunaux américains. Oui, chers amis. Donc, ça c'est une hypothèse où les 24 administrateurs vont dire, pas question, on ne le donne pas. Ou on va lui donner. Mais si on lui donne, mais il y aura des concessions énormes que ce type doit faire. Si on lui donne, ça veut seulement dire que la souffrance que vous êtes en train de vivre actuellement au Congo sera 30 fois plus grande que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y aura des coupures partout. Le premier employeur, on peut dire employeur au Congo, c'est l'armée de la Gestapo. Donc ceux qui seront frappés en premier, ce sont les militaires de Sassou. Parce que Sassou va réduire les effectifs. Qu'est-ce qu'il fera de ces miliciens-là? Mais il va les mater comme d'habitude. Il va faire venir des rebelles partout pour pouvoir s'en débarrasser. C'est ça la vérité. L'homme vous utilise comme des chiffons. Quand il n'a pas besoin de vous, il vous envoie la catombe. Méry Martin l'a dit. Méry Martin l'a dit dans son interview qui venait de passer. Que oui, il y a des mots. Quand il n'a pas besoin de toi, il va t'oublier pendant un moment. Mais c'est Sassou va vous oublier. Et il ira vous chercher quand il aura besoin de faire la guerre contre ses propres citoyens du Congo. C'est comme ça. Donc, il y aura des concessions, il y aura des coupures énormes. Ça sera la fin parce qu'il va falloir qu'il rembourse l'argent des FMI dans un temps record. Donc, il doit forcément couper. Les victimes, ce sont vous, les pauvres militaires congolais qui ne comprennent pas le droit. Voilà, donc, chers amis, tout à l'heure, on s'excuse, il y a eu coupure brusque et subite. C'est du boycott, nous appelons ça comme ça. Et laissons-nous le temps de s'exprimer. L'unique canal que nous avons, l'unique façon que nous avons pour informer notre peuple, c'est par ce chemin de l'information. Et tout ce que nous sommes en train de dire, ça relève de la vérité. Et donc, nous demandons simplement aux gens de nous laisser s'exprimer. Les voyous, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas des bandits. Les criminels, ce sont ceux-là qui sont en cravate, dans des grands bureaux politiques, dans des grandes présidences, ceux-là qui manipulent, qui tuent les gens. Ce sont eux les criminels, qui volent le peuple, qui volent même la communauté internationale. Ce sont eux les criminels. Nous sommes là pour ouvrir les yeux à nos peuples. Donc, vous n'allez pas nous empêcher de s'exprimer parce qu'il y a plusieurs façons de s'exprimer. Voilà. Donc, on s'excuse pour ça. On dit encore au peuple, au monde entier, aux amis du Congo, voilà que les Sassou continuent à vous vendre de l'illusion, pensant qu'ils continuent de vous rassurer que vous aurez le FMI. Souvenez-vous, quand il a créé le génocide dans le département du Pôle, il est venu vous dire qu'il n'y avait pas de crise, mais il y avait bien eu crise. Il est venu vous dire qu'il n'y avait pas la banqueroute du Congo, mais il y avait bien la banqueroute du Congo. Donc, vous continuez à dormir, vous comprenez que, peuple congolais, si vous ne vous réveillez pas définitivement, c'est le pays qui est à la dérive. Le pays est déjà à la dérive, mais Sassou va vous emmener droit dans la tombe. Mais, regardez le plan B qu'ils ont préparé. Ils ont préparé un plan B. Le plan B, c'est quoi? Si le FMI ne leur donne pas l'argent, ben Sassou va faire donc un passage en force. C'est-à-dire, mais déjà, les journaux, nous l'avons déjà prédit, quand on l'a prédit, les gens sont venus nous insulter, il y aura l'élection en 2020. Ceux qui pensaient à l'élection, le régime de Sassou est déjà en train de préparer des stratégies. Conseil constitutionnel de Sassou est déjà informé dans une formule qui va permettre à Sassou de prolonger son mandat jusqu'en 2024 minimum, parce qu'il va dire qu'il n'a pas de moyens pour organiser l'élection et l'élection présidentielle, et il va continuer à demeurer jusqu'à ce qu'il va mourir, ou à trouver l'homme qui va le remplacer. Éventuellement ça sera donc son fils. Alors, peuple congolais, on vous le dit, la balle est de votre côté. Pendant que la France, nous avons dit que nous avons tendu la main à la France. La France peut toujours encore conserver cette bonne relation d'amitié qui le lie avec le Congo, mais il va falloir que la France tourne le dos à Sassou. Forcément, s'il faut que la France tourne le dos à Sassou, il faut que la France trouve un nouveau partenaire ou une autre aile du partenariat. Et l'aile du partenariat, c'est des jeunes dynamiques, compétents que nous avons, ces femmes et des hommes congolais qui sont capables d'amener le pays vers un nouveau port en visant pas une façon de pouvoir détruire les relations avec tous les partenaires, non, mais en trouvant des autres mécanismes qui vont nous permettre de pouvoir avancer. Et nous sommes, ces jeunes-là, capables de pouvoir amener ces réformes nécessaires, la transparence que le FMI demande, que la Banque mondiale exige.
nous sommes capables de pouvoir emmener ça en mettant en place une véritable équipe, en mettant en place des véritables hommes capables de pouvoir apporter la véritable sécurité et non l'insécurité que le régime Sassou apporte au Congo. Voilà un peu ce que je tenais à dire ce soir. Le prochain direct, nous allons vous parler de l'énergie nucléaire de Sassou et nous allons vous dire le pourquoi nous sommes contre, le pourquoi nous sommes contre, et nous allons faire nos propositions parce que nous pensons que nous avons des potentialités hydroélectriques énormes et nous pensons que nous pouvons exploiter les potentialités hydrauliques en créant plus de l'énergie. Plus de 14 000 mégawatts peuvent sortir de nos potentialités hydroélectriques au lieu de nous venir avec une technologie dont les Congolais n'ont pas encore l'expertise. Parce qu'il faut dire combien des ingénieurs congolais sont formés dans le domaine nucléaire, de l'énergie nucléaire. Il n'y en a pas assez ou il n'y en a pas, à ce que je sache, au sein même de la faculté des sciences à Brazzaville, il n'y a pas un département sur le nucléaire, il n'y en a pas. Vous voyez, chers amis. Et en ce qui concerne la protection de l'environnement, le régime de Sassou n'est pas capable de pouvoir protéger les déchets nucléaires qui viennent après l'utilisation de l'énergie nucléaire. Vous voyez, il y a des déchets nucléaires, puisque le fuel, comme on dit, le carburant, ici c'est le carburant nucléaire, à la fin de l'utilisation du carburant, il y a le déchet nucléaire, il faut trouver des endroits pour pouvoir aller conserver ces choses-là. Et nous savons que la durée, la longévité des déchets nucléaires, surtout de 100 ans, 200 ans, 300 ans, vous voyez, vous comprenez que le régime de Brazzaville n'a pas encore l'expertise. Donc, si on veut nous parler du domaine nucléaire, déjà, c'est un régime qui est incapable de pouvoir apporter la protection environnementale avec les coupes de bois, avec des pollutions sur des produits pétroliers. Mais si vous apportez encore l'énergie nucléaire avec les déchets nucléaires, où est-ce qu'il va aller placer ces déchets nucléaires? Vous voyez qu'il va encore nous emmener des taux de maladies comme d'ailleurs le chikungunya qui est en train de frapper dans le sud du Congo. Ça, c'est dû par des produits. Peut-être que nous avons même des déchets nucléaires au port de Pointe-Noire. Nous ne le savons pas. Il faut vraiment mettre des équipes pour aller encore fouiller dans tous les conteneurs qui sont déposés au niveau de Pointe-Noire. Peut-être que c'est ça la source même du chikungunya que nous sommes en train de voir. Et aussi des déchets, par exemple, au niveau de la Likwala, de tous les produits que les compagnies forestières sont en train d'utiliser, des compagnies d'exploitation de mines. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'apparition de maladies comme la lèpre et plusieurs de maladies dans les zones de la Likwala, de Kélé, ainsi de suite. Donc, nous sommes contre le projet de Sassou de l'énergie nucléaire et nous donnerons les preuves, nous donnerons les arguments nécessaires au prochain direct pour pouvoir démontrer au Congo, ce n'est pas un régime qui est capable de pouvoir faire face aux catastrophes environnementales. Et comme il y a plus forte raison les déchets nucléaires, la plupart des grands pays qui utilisent l'industrie nucléaire, les déchets, on les enfouit au sous-sol, mais avec un régime incompétent comme celui de Sassou, il va aller enfouir ces déchets-là dans des nappes phréatiques, et il y aura donc toutes les nappes phréatiques du Congo seront infectées. Et vous voyez donc que des gens vont commencer à mourir avec des maladies, des déformations incroyables, des naissances incroyables dans notre pays. Et nous disons non à ce projet de Sassou, mais ça sera l'objet de notre prochain direct, bien soutenu, bien sûr. Merci d'avoir suivi ce direct. On s'excuse encore, c'est un direct qui s'est fait en deux parties, parce que nous avons eu un boycott tout à l'heure, où le direct s'est coupé brusquement, donc il était question de pouvoir terminer. Passez une bonne nuit, une bonne journée. Soutien indéfectible à Yatonga. La peur n'est pas de nous, la peur a changé de côté. Que le Créateur nous garde. Merci, passez une bonne nuit. Au revoir.